Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes encore au rendez-vous de l'éducation ce mercredi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Vous savez que le gouvernement a confié à ce département la mission de former les jeunes pour les rendre employables et s'auto-employer. Comment ce ministère se prend pour traduire cette mission dans la vie des apprenants? C'est de ça que nous allons parler au cours de cette émission. Au cours de cette émission, vous allez suivre une intervention du ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Vous suivrez le rappel de certains grands événements au niveau de l'enseignement technique, en l'occurrence la semaine de l'ETFP, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, où nous avons vu les exploits, les talents des enfants se mettre véritablement en exergue pour montrer que vraiment il y a un travail de fond et de qualité qui se fait pour rendre nos enfants compétitifs et compétents. Pour parler de la mission de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, j'ai sur ce plateau deux directeurs centraux. De ma droite vers ma gauche, Monsieur Émile Nguissa, il est le directeur de l'Institut national de perfectionnement professionnel. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir Marcel. À ma gauche, un autre directeur, M. Baramna, il est le directeur de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Monsieur le directeur, bonsoir. Marcel, bonsoir. Alors, avant qu'on ne touche le sujet pour lequel nous sommes sur ce plateau, former les jeunes, les apprenants de l'enseignement technique pour qu'ils s'auto-emploient et se rendent employables, nous allons avoir les échos de vos directions. Quand on parle de l'Institut national de formation professionnelle, qu'on parle de la direction de la formation professionnelle, eh bien, un petit résumé, une information sommaire de vos directions pour que les téléspectateurs puissent savoir de quoi il est question. Encore une fois, merci Marcel de nous donner l'opportunité de passer sur ce plateau qui est l'un des plateaux qui met en lumière l'éducation dans notre pays. Et nous sommes heureux en tant qu'acteurs de l'ETFP d'être aujourd'hui invités à échanger sur les questions qui sont assez importantes pour la promotion de l'enseignement technique, la formation professionnelle de l'apprentissage au Togo. Désormais, quand vous parlez de l'ETFP, il faut ajouter A. Nous avons déjà changé le générique chez nous. Nous disons ETFPA pour mettre véritablement en lumière l'apprentissage. Parce que je fais une parenthèse en disant que souvent nous, entre directeurs, on se taquine en disant que le CFA, c'est l'un des examens les plus costauds de notre ministère. Le DFPA tout à l'heure donnera les précisions en termes de chiffres. L'INFPP, l'Institut national de formation et de perfectionnement professionnel, qui est anciennement connu sous le nom de CNPP, Centre national de perfectionnement professionnel, qui a son siège à Lomé, juste derrière le palais des congrès, et qui a une antenne à Kara, est une institution qui, dans son rôle d'accompagnement des industries du Togo, a muté pour après être avec la loi de 1983 qui a créé l'INFPP, pour être l'institut qui travaille pour la qualité de notre sous-secteur. Avec les nouvelles orientations qui sont portées par les plus hautes autorités de notre pays, l'INFPP est en pleine mutation. Et aujourd'hui, nous travaillons sur la question de la formation des formateurs, aussi bien la formation initiale que la formation continue. Mais nous continuons à travailler toujours sur la formation initiale des jeunes pour les préparer aux différents métiers. Et nous travaillons également à faire le renforcement des capacités des acteurs du monde du travail, mais également des artisans. Donc voilà en gros ce que nous faisons. Au niveau des jeunes, quand on vient là, c'est dans quelle filière vous les formez? Nous avons sur nos deux sites 3 spécialités qui sont opérationnelles au niveau du brevet de technicien que nous appelons BTAPC parce que nous travaillons en approche par compétences dans le mode alternance études-travail. Et donc nous avons sur Lomé les spécialités mécanique automobile, électrotechnique et construction métallique pour CBT, mais nous avons
sur Lomé, le site de Lomé, nous formons en BTS électrotechnique. Et sur le site de Cara, nous formons sur les deux métiers, mécanique automobile et électrotechnique. D'accord, merci. Merci. Monsieur le directeur de la formation professionnelle, là, parlez-nous très rapidement de votre direction. Merci à toi, Marcel. Merci aussi à la TVT pour vraiment cette opportunité que vous nous offrez. Et effectivement, je suis à la tête de la direction de la formation professionnelle de l'apprentissage. C'est en fait une direction qui est chargée de la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de la formation professionnelle et en matière de l'apprentissage. À ce titre, elle a autorité sur tous les centres publics et privés qui sont dans la formation professionnelle. Et quand nous parlons de la formation professionnelle, c'est vraiment cette formation qui permet de donner un certain nombre de compétences aux jeunes, aux apprenants et qui leur permettent d'être directement employables sur le marché du travail. Et nous avons comme qualification le CFA, le certificat de fin d'apprentissage que nous gérons avec l'Union des chambres régionales des métiers et les chambres régionales des métiers. Et il y a le CQP, le certificat de qualification professionnelle, qui est obtenu grâce à une formation professionnelle de type dual coopératif. Il y a le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle, et il y a le brevet de technicien. Et voilà un peu. Puis le BP qui se fait un peu au CFMI et les autres BEP qui se font surtout dans les structures privées, hôtelières et autres. Et voici un peu présenté brièvement les qualifications pour lesquelles la direction de la formation professionnelle est tenue de faire la supervision. Merci. Alors, fidèles téléspectateurs, on a voulu faire juste ce petit tour d'horizon pour vous permettre de savoir les missions assignées aux deux directions dont les premiers responsables sont sur ce plateau. Nous allons aborder maintenant le sujet pour lequel nous sommes ensemble sur ce plateau. Eh bien, comme vous le voyez affiché sur votre petit écran, former les jeunes pour les rendre employables et auto-employables. Avant que les deux directeurs n'interviennent, nous avons approché le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Voilà, il y a le mot apprentissage qui s'ajoute maintenant. Voilà. On va écouter donc monsieur le ministre avant que ses collaborateurs qui sont sur ce plateau n'interviennent. Ce ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage est un ministère important pour mettre en œuvre la vision du chef de l'État qui est celle de faire un Togo émergent. Et je pense que ce ministère, qui est un ministère essentiel dans la politique de l'éducation nationale, dans la formation des compétences pour pourvoir aux besoins du marché, pour faire que notre économie soit prospère, c'est un ministère très, très important. Notre rôle, c'est d'abord, de fournir l'information nécessaire aux jeunes dans le système éducatif pour s'orienter vers l'enseignement technique pour la formation professionnelle. C'est de proposer des formations qui sont en adéquation avec les besoins des entreprises. Donc, des études ont été faites pour définir les métiers prioritaires d'avenir, ce qui nous permettra, par cette politique d'anticipation, de pourvoir aux besoins des entreprises en matière de main-d'œuvre. Donc, ces métiers prioritaires d'avenir ont été définis de manière rationnelle. Ils sont bien conformes aux axes stratégiques définis dans la feuille de route gouvernementale. Vous en avez 3. Le premier est relatif au hub logistique, l'axe premier qui consiste dans le hub logistique. Et ce premier axe, ce sont les métiers liés à la logistique, à l'emballage, au conditionnement. Vous avez un deuxième axe qui est lié à l'agriculture, qui est, elle, pourvoyeuse d'emplois et de richesses dans nos pays. Donc, ça consiste à créer des structures autour des agropoles, dont les IFAD font partie notamment. Ça consiste aussi à, dans toutes les l'INFA, à améliorer même dans les CRETFP des enseignements de formation liés à l'agro-silvo-pastoral. Et vous avez enfin un axe qui est lié à l'économie du tourisme. Donc, vous voyez, ces métiers prioritaires, par exemple, tout ce qui est lié
la transformation agricole, la maintenance des matériels agricoles, le métier du port, les métiers de l'aviation, les métiers du tourisme, les métiers du BTP, de la construction. Nous essayons dans les métiers de l'énergie renouvelable aussi, donc de l'assainissement. Donc vous avez toute une panoplie de métiers qui sont pas souvent connus de nos jeunes, et nous essayons aujourd'hui de faire en sorte d'absorber une grande partie de la jeunesse qui est dans l'enseignement général, de leur expliquer que l'enseignement technique, la formation professionnelle, ce n'est pas une école de la deuxième chance, mais c'est vraiment l'école de la chance. Il s'agit de ne plus opposer les jeunes, c'est-à-dire les formations de col blanc au col bleu, mais c'est de présenter la formation, les gens qui ont très vite, quand vous rentrez en apprentissage, c'est pour vous insérer professionnellement et être utile à votre collectivité. Et donc, nous expliquons à nos jeunes la pertinence d'aller vers la formation professionnelle. C'est-à-dire que dès que vous avez défini un projet professionnel, au lieu de passer par tout l'enseignement général, aujourd'hui, nous avons besoin de former des jeunes qui sont directement employables et ou en capacité de s'auto-employer. Et nous fournissons l'information. Donc, ça suppose que nous ayons des conseillers d'orientation dans nos collèges, dans nos lycées, que nous ayons des conseillers d'orientation dans les universités pour expliquer tous ces métiers prioritaires et d'avenir. Vous avez compris à travers l'intervention du ministre la mission qui est assignée par le gouvernement au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Alors, vous savez que depuis ces 5 dernières années, le ministère a organisé un événement innovant. Voilà, la semaine de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Voilà, cet événement troisième du genre, voilà, c'est 3 éditions qui ont été organisées et ça a permis aux Togolais de savoir ce que nos enfants apprennent dans les centres de formation, etc. Et le génie véritablement qui émerge de tout le travail qui est en train de se faire. Alors, avant que le directeur n'intervienne, eh bien, nous allons suivre un des reportages voilà, de la semaine de l'ETFP. Esther et Dominique font partie des heureux gagnants. Le premier propose une école intelligente dotée d'une sonnerie automatique, d'un système d'empreinte pour contrôler la présence des élèves ainsi que ceux des professeurs. Le second propose un nouveau quartier d'assainissement. Notre projet, premièrement, c'est pour promouvoir la jeunesse togolaise dans l'innovation technologique. J'ai réalisé une maquette d'un quartier et le quartier c'est l'ETP Atiego. Donc du coup, ce quartier est représenté à échelle 425e. Les élèves de l'ETFP ont fait montre de leur talent sur scène. Des danses et sketchs, entre autres. Mes amis, et c'est pas fini. La semaine de l'ETFP a été instaurée dans la dynamique de mieux porter et générer une main-d'œuvre compétente et qualifiée et répondre au mieux aux besoins du marché du travail. C'est une occasion pour nous de sensibiliser et d'informer au maximum l'opinion publique, l'opinion nationale sur les opportunités qu'offre le sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le gouvernement togolais s'est engagé à travers la feuille de route Togo 2025 à faire du Togo un pays émergent avec une croissance économique inclusive et durable. Le sous-secteur de l'ETFP a été identifié comme un des leviers de cette croissance. L'événement a regroupé toutes les parties prenantes du système de l'ETFP, notamment les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers. Monsieur le directeur, voilà, nous avons juste fait ce rappel pour permettre aux téléspectateurs de rentrer un peu dans le bain de ce que nous allons dire tout à l'heure. Tous les directeurs étaient au cœur des 3 célébrations des semaines de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Est-ce que toutes les filières qu'on retrouve, dont vous avez parlé tout à l'heure, eh bien, ont pu exposer leur production pour permettre à l'opinion nationale de savoir ce qui est en train de se faire? Ces 3 éditions de la semaine de l'ETFP ont mis les projecteurs sur le sous-secteur, et ce qui a fait que nous avons
eu l'opportunité de communiquer suffisamment sur l'ensemble des spécialités, comme vous l'avez dit, mais de communiquer même au-delà des projections que nous devons faire, parce que finalement, c'est une question de la demande qui s'est accrue. Et les gens ne sont pas seulement venus nous demander ce que nous avons déjà, mais certains jeunes, par rapport à leur propre projet professionnel, nous ont titillé sur des spécialités qu'on n'avait pas encore eu à ouvrir et qui a déclenché au sein du département du ministère des réflexions pour aller plus loin. Pour nous, la semaine de l'ETP, c'est vraiment un moment de visibilité, un moment de promotion du sous-secteur de l'enseignement technique de la formation professionnelle, et dont la perception, il y a quelques années, de la population n'était pas aussi bonne que ça, parce que pour certains, c'était vraiment l'école peut-être de la deuxième chance, comme on l'appelle ailleurs. Mais avec la semaine de l'ETP, pour nous, il était question que les gens comprennent que plutôt c'était l'école de la chance. Et de toute façon, l'école de la première chance plutôt. Et du coup, ça nous a permis vraiment de montrer aux yeux de toute la nation, de la population et même de l'extérieur, parce que grâce à vous, aux médias, ça a permis à plusieurs pays de voir ce que nous savions faire, de montrer le savoir-faire, le génie des différentes spécialités que nous avons. C'est vrai, et quand je parle des spécialités, on peut mettre plus l'accent sur les spécialités purement industrielles et artisanales. Il y a des spécialités commerciales où c'était un peu difficile d'aller directement vers des productions qu'on peut toucher du doigt, mais pour les autres spécialités qui permettaient d'avoir des ouvrages physiques et autres, vraiment, c'était l'occasion de permettre à tous ces jeunes, à tous ces apprenants, de faire des expositions depuis les centres, depuis le niveau préfectoral au niveau régional et passer maintenant au niveau national où la sélection définitive se fait. Et grâce au concours de la CCIT et d'autres partenaires qui nous accompagnent, il y a certains ouvrages qui ont été exposés à la fois à Togo 2000 et à d'autres occasions d'exposition où la population a pu découvrir réellement les talents et le génie créateur de nos apprenants. Donc c'est pour dire que toutes les spécialités avaient été prises en compte en termes de production, mais aussi en même temps en termes d'offres de formation à présenter au public. Nous avons balayé toutes les spécialités, on est allé dans tous les domaines et nous avons permis aussi au privé de présenter les offres dont ils disposent. Parce que quand on parle de l'enseignement technique de la formation professionnelle, c'est le public, mais le privé est là à côté et accompagne l'État aussi dans la mise en œuvre de cette politique. Du coup, il fallait aller sur les deux fronts. C'était un véritable challenge pour nous, pour ce partenariat public-privé qui a été très opérationnel. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous savez que quand on organise 3 événements, le TFP, il faut s'asseoir pour tirer les leçons. Voilà, pour voir véritablement dans quelle direction on va, peut-être les premiers responsables de ce département vont réorienter cette activité si elle venait à être reconduite. Et avant que les deux directeurs nous reviennent sur les leçons apprises, eh bien, nous allons suivre à nouveau une autre célébration parce que ça a été fait dans toutes les régions, une des étapes, et on revient rapidement sur ce plateau. C'est le CRETEFP, Centre régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, qui a servi de cadre à l'ouverture des activités de la semaine de l'enseignement technique à Kara. La semaine de l'enseignement technique, qui à sa 2e édition, a pour objectif d'améliorer l'attractivité du sous-secteur et l'employabilité des apprenants en fin de cycle. Partenariat enseignement technique et de la formation professionnelle secteur privé, gage de développement économique durable est le thème retenu. L'enseignement technique cherche à plus se professionnaliser. Donc c'est ce qui explique la formation par alternance qui est en vogue, où les élèves passent un temps dans l'établissement et un autre temps dans les entreprises et dans les ateliers. Donc, pour le moment, nous sommes en phase pilote avec 10 établissements de l'enseignement technique sur tout le territoire, dont 2 pour notre région. Donc, cette approche crée le besoin de beaucoup plus de partenariats avec le secteur privé, puisque c'est le secteur privé qui nous offre le cadre de stage pour nos apprenants afin qu'ils touchent
aux réalités des différents métiers ou des différentes filières pour lesquelles ils ont opté. Voilà pourquoi notre ministre veut impulser plus ce partenariat afin de faciliter la tâche à nos chefs d'établissement qui ont besoin de ces partenaires pour l'aspect stage de nos apprenants. Par rapport aux différentes formations offertes, les élèves des établissements ont montré ce qu'ils savent faire. Les produits de leur imagination ont été exposés pour permettre aux visiteurs de les admirer. Après le passage des invités, les jurys vont apprécier ces ouvrages et 15 ouvrages vont être sélectionnés pour compétir au niveau de Lomé. Donc c'est au niveau de Lomé, l'ensemble des ouvrages nationaux vont être confrontés et au finish, 50 ouvrages seront retenus comme l'année dernière. La semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est en sorte aussi une porte ouverte pour permettre au public de découvrir les structures de formation. Cette semaine à Kara sera marquée aussi par des activités sportives et culturelles. À partir des questions que les gens vous ont posées, alors ça vous a amené à voir il y a une expression des besoins de formation qui n'existent pas encore dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Est-ce qu'il y a d'autres leçons apprises de ces célébrations? Leçon pour nous, c'est de constater que initialement, quand on était en 2019-2020, le taux de participation au niveau de l'ETFP sur l'ensemble des jeunes qui sont dans le secondaire était à environ de 6,5%. Les instructions du ministre par rapport à tout ce qui était lié à la feuille de route gouvernementale était qu'à l'horizon 2025, on passe à 10%. Et donc, cet enjeu a fait que nous avons travaillé activement à travers cette communication autour de l'ETFP. Nous avons fait passer nos effectifs qui étaient pratiquement autour de 49 000 entre 2019 et 2020. Nous sommes passés de 49 000 environ à 71 900, ce qui fait une progression de près de 47% sur les 3 années. Ça, c'est un premier élément à mettre à l'actif. Un des objectifs visés par l'organisation de l'UTP a été atteint. Oui, a été atteint, c'est d'ouvrir nos portes, de faire en sorte que les jeunes s'orientent davantage vers le sous-secteur. Et plusieurs établissements ont connu des sureffectifs, ce qui nous a amené à enclencher d'autres éléments de notre dispositif, dont l'alternance. L'alternance qui a été donc l'innovation qui permettait d'avoir un flux au centre de formation et l'autre flux en entreprise, ce qui permettait, dans une classe qui était prévue pour accueillir 50, finalement d'accueillir 100 apprenants pour qu'un groupe soit à l'école et l'autre en entreprise. Donc voilà un peu l'autre leçon que nous avons tirée. Mais en même temps, nous avons compris que les attentes sont énormes. Les attentes des apprenants, des familles sont énormes. Et des entreprises aussi. Des entreprises. Tout à l'heure, on parlera d'autres éléments que nous avons eu à mettre sur la table. Donc, tout cela fait qu'au sein du ministère, il y a eu un certain nombre de stratégies qui ont été mises en place pour répondre aux attentes de nos populations. Donc, voilà en gros ce que je peux dire sur cet aspect de la question. Voilà. Monsieur le directeur Baramna, voilà, c'est vous qui gérez beaucoup plus les centres de formation qui ont fait des expositions. En dehors de ce que le directeur Anguissa veut dire, est-ce qu'il y a des compléments en termes de leçons apprises? Oui, compléments, parce que j'avoue que cette semaine de l'ETFP nous a permis à nous tous de comprendre qu'on avait du génie créateur au niveau de nos apprenants, mais qu'on banalisait. Parce que à un moment donné, les jeunes étaient enclins plus à une certaine compétitivité et voulaient démontrer à toute la population togolaise leur savoir-faire. Et ça, c'était merveilleux pour nous. Et quand vous allez dans les stands, dans toutes les préfectures, pour voir d'abord au niveau local, dans les centres, ce que les jeunes étaient capables de faire, c'était impressionnant. Et lorsque vous venez au niveau national, parce que sur l'ensemble des ouvrages, il fallait sélectionner 100 ouvrages sur le plan national et mettre un jury sur pied qui allait sélectionner alors 50 ouvrages à primer. Et sur les 50, on finissait par prendre alors 10
là, vous allez vous rendre compte que il suffit seulement d'un coup de pouce et on devrait avoir vraiment des jeunes capables de s'auto-prendre en charge et de contribuer en même temps à la création de la richesse parce qu'ils avaient la capacité de ne plus attendre des concours pour dire qu'ils vont à la fonction publique. Et ça, c'était, même quand je donne un exemple, quand on prenait un système d'installation automatique d'arrosage pour ceux qui font le maraîchage ou ceux qui sont dans l'agriculture, c'est impressionnant parce qu'avec des capteurs qui pouvaient maîtriser un peu l'humidité et la chaleur, et donc vous pouvez installer ce système et puis vaquer à vos occupations. Et dès que l'humidité est en train de diminuer rapidement, le système provoque, voilà, et ça déclenche l'arrosage automatique. Et quand ça atteint un niveau où l'humidité est trop forte et élevée, ça coupe le système. Donc voilà, c'est juste un exemple sur plusieurs exemples. Et ça, c'est des leçons à tirer. Ça a permis de mettre en exergue la capacité de nos jeunes à montrer vraiment qu'ils ont de la force, qu'ils ont du génie. On peut compter sur eux. Est-ce qu'il y a un mécanisme mis aujourd'hui en place par le ministère pour accompagner ceux qui ont besoin véritablement d'un accompagnement peut-être technico-financier? Malgré les moyens limités, le ministère a pensé qu'il était important pour surtout les 10 meilleurs ouvrages, tous les jeunes qui ont contribué à ces ouvrages, c'est vraiment de les réunir chaque année et en vacances. Donc, ils suivent une formation carrément en entrepreneuriat. C'est ça. Pendant 10 jours, il y a un cabinet qui s'occupe d'eux et les amène maintenant à concrétiser leur business plan. Donc, ça permet, à partir de leur plan d'affaires, d'avoir déjà une idée de là où ils veulent aller, de se donner un certain nombre d'objectifs et de commencer par voir avec quelle institution financière ils peuvent commencer par traiter. Donc, ça, c'est un fait. Et ça, c'est sur les 3 éditions, nous avons respecté la coutume. Les meilleurs qui ont eu vraiment les meilleurs ouvrages ont été réunis tous au lycée technique d'Adogomé et ont suivi la formation en entrepreneuriat. Aujourd'hui, ils ont leur plan d'affaires sur lesquels on peut les accompagner avec l'appui des institutions financières. Nous avons l'accompagnement de la CCIT qui est à nos côtés et qui continue de voir sous quel angle ils peuvent vraiment booster ces jeunes et les amener à peut-être créer facilement leurs entreprises et commencer aussi à contribuer à la création de la richesse dans le pays. C'est ça. Nous savons que la formation qui se fait au niveau de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'artisanat, c'est pour que les jeunes soient employés par des entreprises ou qu'eux-mêmes ils créent leur propre entreprise. De toutes les formations que vous faites, lesquelles ouvrent à l'employabilité par des entreprises et d'autres qui ouvrent à l'auto-emploi? En réalité, lorsque vous embrassez, que ce soit l'enseignement technique ou la formation professionnelle, et vous êtes dans le domaine de l'apprentissage, vous devrez avoir la capacité de vous auto-employer parce que vous êtes d'apprendre un métier. Et quand on parle d'un métier, c'est qu'on parle d'emploi, automatiquement. Mais il faut toujours... il y a l'enseignement technique aussi. Technique, voilà. Par exemple, G1, G2. Même celui qui fait la série G1, série G2, série G... Avec un peu d'imagination, il peut se créer son entreprise. Parce qu'il y a dans les matières enseignées un certain nombre d'éléments qui lui permettent quand même de s'auto-prendre en charge. Sauf que comme c'est des domaines... peut-être purement aussi un peu intellectuel aussi, où c'est pas assez trop pratique, et où on peut voir la production, la productivité, c'est pour servir peut-être le secteur plus tertiaire et commercial. Donc, on ne voit pas de façon opérationnelle. On a formé des jeunes qui sont en G2, qui aujourd'hui ont créé des logiciels pour contribuer à améliorer le fonctionnement d'un certain nombre de structures et tout ça. Donc, c'est aussi des prestations. Mais les métiers où c'est plus rapide, où on peut s'intégrer, ça, il faut dire que c'est plus dans les filières artisanales, les filières industrielles, les filières agro, dans l'agriculture et autres. Là, vraiment, c'est plus facile pour un jeune de s'insérer sur le marché du travail. Vous voyez tout de suite,
quand vous faites l'agro-pastoral, c'est un exemple, un BT en agro-pastoral ou un CAP en agro-pastoral, vous finissez. Il suffit d'avoir un périmètre et puis vous pouvez commencer par faire votre maraîchage sans attendre forcément de l'État quelque chose. Vous pouvez commencer par faire votre élevage. Donc voilà des métiers plus entreprenants qui permettent et facilitent l'entreprise individuelle. Voilà, à ce niveau, c'est ce que je peux dire. Bon, pour la G1, G2, ce n'est pas exclu, mais sauf qu'il y a toujours l'idée derrière de continuer les études supérieures, d'aller à l'université pour encore voir si on peut avoir une licence, un master et autres. Donc, ça fait que ça réduit un peu leur champ d'être opérationnel en même temps. C'est ça. Monsieur Dioteur, un complément avant qu'on En passe fait, à la prochaine question. Déjà, comme l'avons dit, en allant sur l'aspect de stage systématique pour les jeunes de notre système de formation, on a découvert des jeunes entrepreneurs. C'est-à-dire que c'est l'un des éléments que la semaine de l'ETFP apporte. Les semaines de l'ETFP ont également apporté pour dire systématiquement pour tous nos jeunes, il faut les mettre en stage. Et chemin faisant, on a découvert que des jeunes qui approchent l'entreprise découvrent, même s'ils sont en G1 ou G2 ou G3, qu'ils ont quelque chose à proposer aux entreprises. À partir de là, toutes les spécialités, toutes les séries pourraient trouver des créneaux d'insertion. Et pour certains qui auront la chance de continuer leur étude, l'entrepreneuriat commence déjà à s'apprendre en ce moment. Et pour certains groupes de jeunes qui ont fait des propositions d'ouvrages pour la semaine de l'ETFP, on a vu des regroupements dans les établissements, où déjà dans l'établissement, ils ont anticipé le fait qu'une entreprise, ce n'est pas que tout ce qui est usinage, tout ce qui est fabrication, mais c'est aussi ce qui est marketing, ce qui est un certain nombre de comptabilité. Donc, les jeunes se sont mis en groupe pour le faire. Et cette semaine de l'ETFP a aussi mis en lumière la capacité de nos formateurs. Parce que quand vous allez dans les établissements, c'est eux qui coachent les jeunes, c'est eux qui les accompagnent. Et on les a vus aussi à l'œuvre. Et on comprend qu'on a du génie, aussi bien au niveau des formateurs qu'au niveau des jeunes qui rentrent dans nos centres de formation, ce qui permet naturellement de faire mieux et d'avancer davantage. C'est ça. Dans la préparation donc, de cette émission, nous avons fait une petite investigation qui nous a révélé qu'il y a un appui que le ministère a reçu sur, disons, 2 modules de formation. Un module appelé GERM, gérer mieux son entreprise, et un autre module, ils appellent outil FODA. Alors, le directeur de la formation professionnelle est mieux placé pour nous éclairer, parce que pour nous, pour qu'un jeune puisse entreprendre, il faut qu'il sache comment on entreprend. Est-ce qu'à partir de ces 2 outils, un élève ou un apprenant peut être capable de pouvoir comprendre le processus qui va l'amener à mettre sur pied dans son entreprise? Merci beaucoup. Je l'avais dit tantôt, c'est vrai que on peut entreprendre directement à partir de son métier quand on finit et qu'il y a la possibilité de créer on peut y aller. Mais au-delà de tout, entreprendre, c'est toute une culture. Et si c'est toute une culture, cela veut dire qu'il faudrait aussi renforcer les capacités de celui-là qui veut entreprendre pour réduire au maximum les risques et lui donner la chance de faire de sorte que son entreprise tienne le plus longtemps possible. Et pour nous, l'intégration systématique donc, des modules d'entrepreneuriat dans la formation, c'est fondamental. Et pour booster et encore améliorer tout ce que ces jeunes savent déjà faire, mais les accompagner à mieux le faire et de façon plus structurée, de façon plus rationnelle, avec un bon plan d'affaires. Et pour le faire, il faut forcément des outils. Et c'est vrai, il y a l'outil GERM, il y a l'outil FODA. Et pour l'heure, l'outil que nous sommes en train vraiment d'envisager qui va être intégré, c'est l'outil FODA. Parce que dans l'outil FODA, vous allez retrouver des éléments de l'outil. Il y a une définition, ça, FODA? Oui, formation en développement des affaires. Ah, très bien. Voilà. Donc, et c'est un outil que la coopération allemande à travers la GIZ nous a aidé à élaborer. Et c'est un outil propre au Togo parce que ça a été conçu par les entrepreneurs, par les coachs togolais, et ça a été une expertise nationale, certes avec l'appui des consultants de GIZ, mais aujourd'hui nous trouvons cet outil plus pragmatique et plus réaliste parce qu'il prend en compte tous les niveaux, que
que vous soyez analphabète ou que vous soyez instruit, vous pouvez retrouver votre cadre de formation à partir de l'outil FODA qui a un certain nombre de modules. Et donc, le processus est-ce que cet outil est intégré dans le programme de formation de toutes les filières, que ce soit pour l'enseignement technique ou bien de la formation professionnelle? Il n'est pas systématiquement intégré. Et les réflexions se poursuivent parce que l'autre chose aussi, c'est de ne pas surcharger trop les apprenants avec déjà le nombre de disciplines et de matières qu'ils ont. Et dans l'enseignement technique, il faut le dire, c'est plusieurs matières là, sincèrement. Des réflexions se poursuivent pour des options. Mais pour certaines spécialités, surtout avec l'approche par compétences, les nouveaux curricula imposent alors de les intégrer directement parce que vous n'avez plus le temps à un moment donné précis de dire c'est en ce moment qu'on va intégrer la compétence d'entrepreneuriat à tel jeune. Donc, on forme en même temps pour un tout. Et donc, pour l'approche par compétence, les nouveaux programmes qui commencent par s'installer, quand les experts métiers relèvent le fait que la compétence entrepreneuriale est importante, alors les méthodologues en tiennent compte et l'intègrent. Donc, c'est un processus qui est en train de se mettre en œuvre. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous gérons avec un certain nombre de cabinets, d'associations, d'ONG qui viennent de temps en temps entretenir les apprenants sur la question fondamentale d'entrepreneuriat et leur offrent les outils nécessaires qui leur permettront de créer très vite leurs entreprises au sortir. C'est ça. Alors, on ne peut pas parler de formation professionnelle sans enseignants de qualité et personnel d'encadrement de qualité. Le directeur Ngissa de l'INFPP est en charge du renforcement des capacités du personnel. Et alors, monsieur le directeur, quelle est la situation aujourd'hui en termes de personnel d'enseignants de qualité du ministère et également en termes de personnel d'encadrement? Et si vous avez aussi quelque chose à compléter par rapport à la dernière question, vous avez l'opportunité. Merci Marcel. Par rapport à ce que vient d'exposer le DFPA, le directeur de la pédagogie des programmes a été instruit pour travailler activement sur la possibilité de prendre une option pour les années à venir afin que l'entrepreneuriat soit systématique dans nos différents programmes de formation. Il y a eu beaucoup d'initiatives et donc nos établissements ont des initiatives qui leur permettent déjà de mettre les jeunes au parfum de ce qui est entrepreneuriat, mais les instructions sont là pour que l'outil FODA soit vu être intégré dans le dispositif. Effectivement, comme vous l'avez dit, par rapport aux grandes orientations que les autorités ont insufflées à travers la feuille de route gouvernementale, nous savons que le P9 contribue à faire en sorte que les capacités d'accueil soient plus élargies, mais également le P10 qui nous oriente vers la qualité de notre système de formation. Je commence par la formation des inspecteurs. Nous avions eu avant cette promotion qui vient de sortir une formation d'inspecteurs de 25 inspecteurs de 2008 à 2010. Cette promotion a pris, comme on dit, de l'âge. Certains sont partis à la retraite, plusieurs ont été à des postes de responsabilité. Donc il y avait un grand besoin d'inspecteurs, ce qui a été fait entre 2021 et 2022-2023. Il y a eu la formation de 54 inspecteurs pour les différentes spécialités de notre sous-secteur. Ces inspecteurs qui sont aujourd'hui opérationnels dans les 7 inspections régionales que nous avons. Nous avons l'inspection régionale de la région des Savanes qui est basée à Dapaon, celle de la région de la Kara qui est basée à Kara, il y a Sokodé pour la région centrale, Atakwame pour la région plateau est et pour la région plateau ouest c'est Palimé. Nous avons une inspection à Chivier pour la région maritime et Lomé commune Golfe Agoué qui est basée à Lomé. Et donc les 54 inspecteurs, bon c'est une formation, donc il y a eu 52 qui ont déjà été diplômés, les 2 autres sont en train de régler les questions pour valider la formation. Mais les 52 ont été opérationnels et qui sont déjà en poste dans les inspections. Cela donne de la qualité parce que les enseignants sont mieux suivis, les enseignants sont mieux accompagnés et cela va de l'intérêt de la qualité de notre système de formation. Au niveau des enseignants,
De 2020 à maintenant, il y a même un concours de recrutement des enseignants qui est lancé. C'est dire qu'aujourd'hui, dans nos classes, on est sûr qu'on a des enseignants recrutés qui sont dans les classes. On n'a plus de problème de manque d'enseignants. Le DFPA confirmera parce que c'est eux qui reçoivent directement les besoins des centres de formation. Et au niveau de l'Institut national de formation et de perfectionnement professionnel, par rapport aux orientations que nous avons formé de 2021 à 2024 1200 enseignants. Nous parlons de renforcement de capacité, mais c'est quand même quelque chose qui a évolué là-dessus. Nous avons dans le public à peu près 2100 enseignants et dans le privé, nous avons 4400 enseignants. Donc sur ce nombre d'années, il y a eu 1200 qui ont reçu un renforcement de capacité sur une thématique. Nous sommes en train de boucler actuellement la première édition de la formation continue des formateurs pour les préparer aux examens professionnels. Avant, ils pouvaient passer les examens professionnels. Il y avait beaucoup de difficultés liées au fait qu'il faut démontrer qu'on a atteint un nouveau niveau, on a de nouvelles compétences avant de passer le concours. Donc le nouveau test qui a été pris pour organiser les concours professionnels a souhaité que, avant de passer le concours, il faut justifier que vous avez fait une formation dans un centre dédié aux formateurs et que vous avez validé les modules. Donc, il y a eu 10 modules qui ont été proposés aux enseignants sur une formation à distance qui a fait 6 mois. Et au bout de ces 6 mois, ils ont été évalués. Il y a eu l'évaluation pendant la formation, mais il y a eu une évaluation en présentiel où on a regroupé les enseignants dans les différentes inspections et on a fait une évaluation en présentiel. Les résultats sont disponibles et ils se préparent maintenant pour leur examen professionnel. Maintenant, parallèlement, nous travaillons activement pour janvier, c'est ça l'échéance initiale qui a été donnée, pour lancer une phase pilote de formation initiale des formateurs. Depuis plusieurs années, on recrute des enseignants qui sont recrutés sur la base de leur diplôme académique et on leur donne quelques jours de formation pédagogique pour leur permettre de commencer le travail. Mais les orientations sont telles aujourd'hui qu'il faut former des enseignants en formation initiale. Donc, nous travaillons activement avec l'accompagnement de l'Institut national des sciences de l'éducation, l'INSEE, pour 5 spécialités qui ont été choisies pour la phase pilote. Il y a la mécanique automobile, il y a le génie mécanique, ou bien la mécanique générale, c'est bien l'appellation. Nous avons le froid et climatisation. Nous avons tous les métiers du bâtiment qui tournent autour de BTP, entre guillemets. Nous avons la plomberie également. Et donc, voilà à peu près les métiers sur lesquels nous travaillons. Et les autres spécialités suivront après? Oui, c'est une phase pilote parce que c'est une machine qui n'est pas simple. Les spécialités sont... c'est vrai qu'au bas mot, on peut être dans une trentaine de spécialités. Le ministère a fait un travail avec la direction de formation, la direction des ressources humaines pour cibler ces 5 spécialités que nous venons donc de vous communiquer. Et ça permet donc d'ici janvier, on travaille actuellement au niveau de l'équipe technique qui est en train de pousser les dossiers pour élaborer les offres de formation et lancer la formation en janvier. Fidèles téléspectateurs, au vu de tout ce que le directeur Ingissa vient de nous présenter, eh bien, ça rassure. Ça rassure les Togolais, ça rassure les apprenants, l'opinion nationale que vraiment il y a un grand travail qui est en train de se faire pour que la qualité et la quantité aussi bien du personnel enseignant que d'encadrement soient au rendez-vous pour nous garantir un bon profil de sortie des apprenants. Alors, parlant de profil de sortie, récemment, il y a une étude financée par le PACEP, je crois, voilà, pour voir ce que deviennent les sortants de l'enseignement technique. On va suivre le reportage qui a été divisé au journal de 20h avant que le directeur ne se prononce rapidement là-dessus pour clôturer cette émission. Après 2 mois d'études approfondies, c'est le lieu pour l'équipe technique nationale de présenter les résultats de cette enquête de suivi professionnel des diplômés de l'enseignement supérieur et de l'enseignement technique, promotion 2018-2019. Cette enquête va permettre aux universités et centres de formation d'évaluer le taux d'insertion professionnelle de ces 1477 diplômés, d'identifier les secteurs d'activité dans lesquels ils évoluent et aussi
d'identifier des axes d'amélioration du système éducatif. Les résultats partagés mettent en évidence un fort taux de sous-emploi de nos diplômés. Ils sont majoritairement en activité, mais ces activités ne correspondent pas vraiment aux compétences qu'ils ont acquises durant leur formation. C'est ce que nous exprimons par le sous-emploi. Et ce sous-emploi se chiffre à 8 diplômés sur 10 en situation de sous-emploi pour l'enseignement supérieur, 5 diplômés sur 10 dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Il faudrait maintenant essayer de faire l'inventaire des activités exercées et de voir comment orienter les formations vers les secteurs dans lesquels les jeunes exercent leurs activités après leur formation. Selon le ministre de l'Enseignement technique, cette troisième enquête a permis de réaliser des avancées significatives en termes de méthodologie, notamment la prise en compte des établissements privés de l'enseignement supérieur. Monsieur le directeur Baramna, probablement vous étiez dans la salle. Voilà. Qu'est-ce que les résultats ont révélé en dehors de ce que nous venons de dire? Quelles leçons vous tirez pour revoir éventuellement ce qui nécessite d'être revu? Merci beaucoup. Nous tenons à saluer cette étude parce que les études de ce genre nous permettent de nous mirer et nous-mêmes et de savoir sous quel angle on doit pouvoir mieux nous positionner et ce qu'il faut corriger pour pouvoir évoluer. En termes d'implication par rapport aux recommandations qui ont été faites, c'est que pour nous, c'est vraiment l'implication du privé. Et aujourd'hui, les dispositions qu'il faut prendre, c'est que vous ne pouvez plus dire vous former sans impliquer le secteur privé. Parce que c'est pour le monde du travail que nous formons. Et quand on parle du monde du travail, nous savons que le secteur privé est encore plus dynamique parce que ça va très vite. L'évolution technologique aussi va très vite. Et donc, il y a nécessité de créer cet ancrage-là et de mutualiser avec le secteur privé, de sorte à offrir des formations qui reflètent réellement les besoins du marché du travail. Et ça, c'est ce que nous pouvons retenir comme leçon. Et pour que d'ici d'autres études, quand on va parler du taux d'insertion professionnelle, qu'on soit à un taux assez élevé, assez écrasant, et on ne peut plus former encore un technicien pour qu'il soit là à chômer. Ce n'est plus intéressant. Même si le taux de chômage est acceptable dans notre pays, la question de sous-emploi se pose. Et quand on parle de la question de sous-emploi, c'est souvent lié à l'inadéquation emploi-formation. Et c'est ce qui fait qu'on peut voir cette question de sous-emploi. Donc maintenant, nous allons travailler à améliorer cette adéquation-là pour que vraiment il y ait une parfaite symbiose entre ce que nous proposons comme offre de formation et ce que le monde du travail attend de nous. Alors, vous avez récemment, enfin l'année passée ou surpassée, initié l'outil Insert Jeune. Voilà. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que cet outil est déjà opérationnel? L'outil Insert Jeune est un outil pour nous qui nous permet de mesurer réellement notre efficacité externe. Parce qu'en termes d'efficacité interne, on peut se mesurer. Mais l'efficacité externe, quand les jeunes nous quittent, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, et qu'est-ce qu'on peut leur proposer, et il nous fallait un outil, et l'outil est là. Et cet outil, en plus de fait de suivre les jeunes, mais aussi les jeunes en connexion avec les entreprises. Donc, il y a toute une plage qui est réservée pour les entreprises aussi, où il y a des interactions. Et cet outil fonctionne à merveille parce que dans les centres, il y a toujours des répondants, il y a des points focaux qui renseignent, qui sont dotés d'un certain nombre d'outils qui leur permettent de faire le travail, de renseigner à chaque moment l'évolution des sortants. Et ce n'est pas l'heure du bilan parce que l'outil a commencé par être mis en œuvre et nous sommes à la phase pilote. Mais ce qui manque, c'est peut-être la forte implication vraiment des entreprises à aussi renseigner leurs données pour faciliter donc voilà la présence des offres en termes de place aux jeunes et ça permet qu'il y ait une mobilité professionnelle plus aisée. On est en train de tendre pratiquement vers la fin de cette émission. Il y a un arrêté interministériel entre votre ministère et celui de l'enseignement primaire et secondaire à la veille de la rentrée scolaire concernant l'usage des portables, des stupéfiants, en tout cas tout ce qui amène les apprenants à
fait des contre-performances malgré tous les efforts de l'État, malgré tous les efforts des parents et autres, et des enseignants. Eh bien, on avait, à la fin de l'année 2023-2024, constaté de toute façon que les évaluations n'étaient pas à la hauteur des attentes. Avant que vous n'interveniez, nous avons posé la question à votre ministre. Il va donner des conseils pratiques aux élèves par rapport à l'usage de cet outil qui, en principe, est un outil qui doit les aider à bien réussir, mais souvent, ils en font un mauvais usage. Et c'est ça qui pose un réel problème, qui a nécessité un recadrage par les deux ministres. Je m'exprimerai d'abord en tant que parent d'élève, en tant que papa. Je m'exprimerai ensuite en tant qu'enseignant. En tant que papa, je suggérerais vivement à nos jeunes enfants d'être concentrés, disciplinés, et de savoir que le temps de l'apprentissage, c'est un temps de labeur, d'effort. On va à l'école pour apprendre, donc ça suppose de développer son esprit de curiosité, d'attention à l'environnement autour, de poser des questions. La discipline, de l'autodiscipline, ça suppose aussi, je leur dirais, de s'organiser en amont, de bien organiser leur semaine de travail, bien ranger sa chambre, bien ranger ses devoirs, bien copier ses leçons, les relire. Ça suppose un travail de mémorisation. Donc, je ne peux que donner des conseils comme papa. Et comme pédagogue, je leur dirais d'être curieux, de lire, d'être curieux. Aujourd'hui, vous avez les moyens, les nouvelles technologies de l'information qui doivent être utilisées à bon escient pour apprendre, je dis bien à bon escient. Quand nous avons pris un arrêté pour réglementer l'usage du téléphone, c'était une pause numérique, puisque le temps de l'apprentissage, c'est un temps où on est concentré, donc ce n'est pas une interdiction absolue. Ce que nous avons pris comme mesure avec le ministre Okoropo, c'était ce qu'on appelle une pause numérique. Et donc, je leur conseillerais vivement de savoir utiliser le téléphone en dehors de l'école pour uniquement ouvrir leur esprit à ce qui est utile. Connaître le monde, connaître les régions du Togo, la géographie du Togo, les populations du Togo. Le téléphone, quand on y est addict, ça provoque une sorte d'insociabilité. Je leur conseille vivement de définir un projet, déjà de se projeter pour savoir ce qu'il veut faire dans l'avenir. Et en tant que responsable politique, membre de l'action gouvernementale, nous réfléchissons à offrir des formations aux jeunes qui les mettent en situation d'avoir un métier. Comme je le disais, on est à la fin donc, de cette émission. Votre mot de conclusion avant celui du directeur Barama. Merci Marcel pour cette opportunité que nous avons eue ce soir à venir échanger sur les questions de l'employabilité des jeunes sortant de ce secteur de l'ETFPA, maintenant comme on le dit, et en souhaitant que les jeunes s'orientent davantage vers ce sous-secteur et puis surtout en souhaitant que les entreprises nous accompagnent. Tout à l'heure, quand le directeur Baramna parlait de l'outil Insert Jeune, c'est vrai que c'est un outil qui est une plateforme qui est offerte aussi bien aux jeunes qu'aux centres de formation, mais surtout aux entreprises. C'est une plateforme sur laquelle chacun vient trouver une réponse à ses préoccupations. L'entreprise pourra venir dire, moi, dans mon environnement, j'ai besoin de telle spécialité, telle spécialité. Ça peut donner des orientations à la direction de la formation professionnelle pour dire, pour l'année prochaine, nous ouvrons telle spécialité dans telle localité parce que les entreprises, par rapport à la plateforme Insert Jeunes, en ont fait la demande et on est sûr que les jeunes pourraient trouver d'emploi. Ça permet aussi au centre d'avoir un retour sur l'information et de dire, il y a telle spécialité dans laquelle nous formons depuis 10 ans, 15 ans, mais nous sentons qu'il y a une saturation parce que la demande est de plus en plus faible et on pourra la réorienter avec un peu de génie, lui donner une autre connotation. Donc, tous les acteurs travaillent à cela. Merci, monsieur le directeur. Merci. Voilà, monsieur Baramna. Merci, Marcel. Pour nous, c'est d'abord de rassurer les jeunes qui n'ont rien à perdre en respectant les décisions prises par les autorités. Ils ont plus
à gagner. Bien et ça, c'est clair, c'est pour leur bien. Il faut qu'ils soient rassurés. Même les parents qui jouent un peu à la résistance, c'est mieux de respecter cette décision. Ça a été très réfléchi, très mûri. Ça n'a pas été pris tout simplement sur un coup de tête. C'est après vraiment plusieurs réflexions. Et c'est le lieu pour nous aussi de vous remercier pour vraiment le fait que vous ouvrez votre plateau à l'enseignement technique, à la formation professionnelle, où nous allons profiter en même temps saluer tous les efforts consentis par les autorités de ce pays en matière d'accompagnement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et c'est l'occasion de continuer par faire un plaidoyer pour une augmentation vraiment des lignes budgétaires de ce sous-secteur, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à offrir au public, à offrir aux populations qui attendent de se faire former pour être employables. Mais quand les moyens sont limités, vous ne pouvez pas vraiment tout embrasser. Et donc ça nécessite aussi au niveau des partenaires techniques, au niveau de l'État, qui est quand même un regard encore plus approfondi sur le financement de ce sous-secteur. C'est ça. Merci. Alors, merci. Je tiens à dire merci aux deux directeurs, M. Émile Ngissa et M. Baramna, voilà, qui nous ont suffisamment éclairés sur ce qui est en train de se faire au niveau de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, pour que les jeunes soient formés pour s'auto-employer et être aussi employés. Mais c'est l'auto-emploi qui est privilégié, que ces jeunes-là soient capables de créer la richesse. Donc, toutes les informations ont été livrées. Ce n'est pas la toute première émission. Il y aura d'autres numéros dans lesquels vous aurez d'amples informations dont vous avez besoin en tant que jeune, en tant que parent, pour comprendre que si on veut réduire le chômage, la porte de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est la meilleure. C'est sur ces mots que je dis merci. Merci à M. le ministre qui a accepté de nous accorder aussi une interview que vous avez suivie. Merci à vous, téléspectateurs, qui nous avez suivis dans cette émission. On vous donne rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Débat Éducation la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye, bye.